Bonjour, chers internautes. Ici avec nous, Dr Toussaint Adjati, envoyé spécial du magazine Diaspora News, qui vient de Paris. Et nous sommes à Marrakech dans un cadre agréable et en prévision de la COP 22 qui va se dérouler dans cette belle ville. Donc, Dr Adjati, bonjour. Oui, bonjour, chers confrères, Adama. Oui, nous sommes ici pour la COP 22. Nous sommes en terre d'Afrique, à Marrakech exactement, une ville qu'on peut qualifier de ville phare dans l'histoire de l'Afrique, puisque c'est de là que partirent les Almoravides à la conquête de bien des contrées, dont l'Espagne, l'Andalousie musulmane Tout à plus fait, particulièrement, et beaucoup de monuments nous parlent dans cette ville. tout à fait. Il y a la Koutoubia qui a 10 siècles, donc c'est 10 siècles derrière nous, avec une construction qui n'est pas sans rappeler les pyramides, une construction en briques, en terre, etc. Et tout, et beaucoup de lieux ici à Marrakech. Mais je voudrais vous demander d'abord quelles sont vos impressions par rapport à cette COP 22 qui va se dérouler bientôt à Marrakech. Oui, je me présente à vos, à vos auditeurs. Je m'appelle Toussaint Adjati, je suis docteur en histoire contemporaine, journaliste de formation. Donc on est à Marrakech, disions-nous, pour la COP 22, cet événement phare qui va se dérouler en novembre 2016. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, qu'est-ce que représente cette COP pour l'Afrique? Cette COP 22, et dont a érigé le gouvernement marocain, est d'abord un honneur pour les Marocains, le pays, le Maroc, mais aussi pour toute l'Afrique. Car aujourd'hui, ce que nous constatons par notre visite de presse, c'est que les Marocains veulent en faire une réussite de l'Afrique, de toute l'Afrique, dans la continuité de la réussite de la COP 21 à Paris. Et l'action qu'ils mènent, toute l'action qu'ils mènent, est axée sur justement l'adaptation. L'un des thèmes principaux des conclusions de la COP 21 à Paris. Voyez-vous? Et comme le gouvernement marocain aussi est en train de le dire, la COP 22 de Marrakech, c'est la COP de l'action. La COP du concret. La COP du concret. La COP de l'innovation. Et depuis notre arrivée, la preuve nous est donnée que vraiment le gouvernement marocain déploie tous les efforts nécessaires sans exclusives pour atteindre cet objectif-là. Et nous en sommes heureux. Ce matin, nous avons fait la visite du site qui va abriter la conférence. Les travaux vont bon train. Le responsable, le Wali, en charge de la logistique et de la sécurité, nous a entretenu sur l'avancement, l'état d'avancement des travaux, ce Oui, qui est fait et ce qui reste à faire et le site va être livré dans le délai. oui, Et j'ai eu la chance, moi, de rencontrer le chef de projet du site. oui. Et qu'est-ce qu'il a dit par rapport au Le chef délai, de projet justement? du site, justement, Oui. m'a confirmé que la livraison du site sera faite en temps et en heure qui a été arrêtée. En temps et en heure, c'est-à-dire le jour même Le jour de la même, COP, non, ou quelques jours avant. non, quelques jours avant, je précise. C'est-à-dire que le 15 octobre prochain, le site sera livré et sera déjà opérationnel. Alors, mais c'est bien tout ça, mais pour le paysan africain, pour
le petit villageois africain qui n'a pas accès à l'eau et à l'électricité, pour l'étudiant africain qui n'a pas d'opportunité, ni de formation, ni de carrière, et qui rêve de l'Europe, qu'est-ce que cette COP 22 va lui apporter? Ce que ça va lui apporter, d'abord, on va séquencer sur le plan de l'information, de savoir ce que représente COP 22 pour l'Afrique en général et le Maroc en particulier. C'est pourquoi d'ailleurs le gouvernement marocain, dans les différentes initiatives qu'il a eu à prendre, s'est adressé, n'est-ce pas, à un certain nombre de journalistes venant du monde entier et en particulier de l'Afrique qui est concernée. En prélude à la tenue effective de la conférence. Et devant les parterres des journalistes éminents confrères du continent, tous les éléments d'information ont été donnés. Il y a eu une conférence internationale sur l'eau et l'importance que le climat revêt aujourd'hui pour le bien-être des populations de l'Afrique profonde, des populations de chaque pays africain dans leur bas-fond, si je peux ainsi m'exprimer. C'est-à-dire que chez moi, on parle du Bénin profond, voilà, les populations du Bénin profond, les populations du Cameroun profond, les populations du Nigeria profond, ainsi de suite. Donc, sur le plan de l'information, ceux-là seront au courant de ce que c'est que COP22 et de ce que COP22 va apporter à l'Afrique. En ce qui les concerne, c'est que sur le plan de l'eau, c'est pourquoi il y a eu cette conférence internationale sur l'eau, et qui n'est pas une conférence de plus. C'est une conférence qui a abordé dans les moindres détails aussi, et de façon importante. Il y a d'ailleurs dans cette conférence de l'eau, il y a une notion, la justice climatique. Voilà, la justice climatique. Qu'est-ce qu'elle englobe cette notion, et est-ce qu'elle est nouvelle? Non, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas aussi nouvelle que ça, mais elle se veut d'une visibilité importante. Parce que aujourd'hui, quand on parle de justice et climat, on veut dire ceux qui ne sont pas les grands pollueurs doivent bénéficier quand même d'un certain nombre de compensations dans les mesures de financement qui sont prises en charge pour dédommager les gens, pour que les pays pour que les uns et les autres ne se sentent pas lésés dans le bénéfice qu'on peut avoir de ces compensations. Oui. C'est ça le problème. Mais pour revenir aux paysans, c'est-à-dire que la COP22, dans cette disposition, dans ces initiatives, dans ces multiples initiatives d'ailleurs, focalisées sur l'adaptation et l'action, va permettre dans l'application réelle de cette partie de l'accord de Paris, les retombées, les paysans, les agriculteurs des pays africains vont bénéficier de ces retombées dans les années à venir. Et ils sont pris, ces différentes préoccupations ont été prises en compte et bien actées dans l'accord de Paris. D'accord. Alors, vous êtes un journaliste très connu, célèbre, vous êtes à Paris, vous avez Diaspora News. Tout à fait. Pouvez-vous nous présenter, c'est quoi Diaspora News? Diaspora News, c'est un magazine qui paraît, c'est un mensuel qui paraît de façon régulière. Donc une périodicité régulière, chaque début du mois, il est là, au plus tard le 10.
et ça tire à des centaines de milliers d'exemplaires. Le directeur de publication, monsieur Thomas de Messès-Zinsou. Alors, vous répétez le nom du directeur de publication, c'est Thomas de Messès-Zinsou. Thomas de Messès-Zinsou. Tout à Le fait. nom Zinsou me dit quelque chose en tant qu'Africain. Oui, soyez clair. Effectivement. Je sais qu'au Bénin, est-ce que c'est pas la famille royale du Bénin? Non, C'est quand même l'une des grandes familles du Bénin. non, mais c'est pas la famille royale du Bénin du tout pas. Mais on peut dire que la famille Zissou, par le passé, a été au pouvoir, notamment le président Émile Derlin Zissou, Ah, d'accord. qui est d'ailleurs l'un des oncles du malheureux candidat Lionel Et Zinsou, pourquoi malheureux, c'est parce un qu'il a, candidat. parce qu'il a échoué, parce Non, qu'il il n'a pas échoué. parce qu'il Peut-être il n'a pas été élu. Effectivement, mais est-ce qu'on peut considérer le fait de ne pas être Pour élu il faut préciser, comme il n'a pas échec? été élu à la présidentielle 2016, de mars 2016 dernier. Et ça, pour moi, ce n'est qu'une partie remise. Peut-être que les conditions ne sont pas aussi bien remplies pour qu'il accède au pouvoir, vu la manière dont il a été. Il s'est mis, n'est-ce pas? Il s'est mis plutôt Il n'a pas eu dans beaucoup de temps dans la pour se compétition. préparer. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer, justement. 6 mois ne suffisent pas pour se faire connaître par les Béninois qui voyaient ça dans l'orgueil. Bon, D'accord. ça, ce n'est qu'une partie D'accord. remise. Son échec n'est qu'une partie remise. Donc, C'est Diaspora quelqu'un, News, je précise bien, c'est oui. quelqu'un qui a de la qualité, c'est un talent, c'est une valeur, c'est une tête bien pensante. Et l'Afrique a besoin de son expertise. Le Bénin en particulier a besoin de son expertise. Et pourquoi les Béninois l'ont rejeté massivement, je dirais Non, les Béninois, en fait, n'ont rien contre de mon point de vue, n'ont rien contre Lionel Zinsou. C'est-à-dire que l'accession au pouvoir au Bénin, comme il devait l'être, ou comme il l'est par ailleurs, l'accession au pouvoir n'est pas une affaire de 6 mois. C'est pas une affaire de popularité, c'est pas une C'est- affaire c'est- d'argument. Non, c'est-à-dire que pour conquérir le pouvoir, il y a plus que l'argument, il y a plus que l'expertise. Mais il y a aussi, il y a aussi, c'est une affaire qui se prépare à long terme. Au moins 5 ans, un minimum, pour se faire connaître, pour avoir une assise politique, pour se faire entendre, et avoir, j'insiste là-dessus, et avoir une très bonne communication politique. Parce que la notion de communication politique a fait défaut dans le camp de l'Alliance républicaine qui a soutenu Lionel Zinsou. Ça, il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. C'est vrai que la communication politique reste incontournable dans le champ politique. Et pourtant, on voit que beaucoup de leaders africains ont recours à de l'expertise souvent étrangère pour soigner ou polir leur image. Est-ce à dire que jusqu'à présent, en matière de communication politique, nous n'avons pas des hommes de communication assez outillés pour relever ce challenge? Non, c'est une question de marché, c'est une question de relation, c'est une question aussi de confiance. C'est-à-dire que vous regardez dans votre carnet d'adresses des gens qui ont fait leur preuve ailleurs et qui peuvent vous apporter quelque chose à laquelle vous aspirez. Ce n'est pas parce que, telle personne est sur le marché et que, vous n'avez pas de relation avec lui, mais qui vient vous proposer ses services, ses prestations, que vous êtes obligé de prendre ça. Il y a cet D'accord. aspect qui est très important. D'accord. Alors, L'autre aspect que je veux souligner également, c'est de comprendre le vocable communication politique. De mon point de vue, il me semble que des gens parlent de la communication politique comme si il s'agit seulement de venir délivrer un discours politique. Ce n'est pas ça le problème.
La communication politique n'est pas seulement la délivrance d'un discours politique sur une place publique. C'est tout un processus. C'est tout un processus. C'est une codification. C'est une codification, d'une codification très très importante. C'est dommage. Parce que la preuve est que il y a des dirigeants politiques qui ont toujours des problèmes de communication politique. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne sont à défaut, pas... à défaut de se faire entendre correctement. Ils se lancent dans la dictature pour brimer les gens, pour tuer. Alors, justement, pour en revenir à l'enjeu de cette COP, Ouais. c'est la durabilité, c'est l'adaptabilité. Et comment interpréter cette notion d'adaptabilité, grand succès de la COP de Paris, et comment l'intégrer dans les politiques de développement de l'Afrique, sachant qu'aujourd'hui, le mot émergence reste le mot clé de toutes nos politiques en allant du Gabon au Sénégal, de la Côte d'Ivoire au Bénin. On parle que de l'émergence. Mais est-ce que l'émergence, telle qu'on la conçoit, est compatible avec ces exigences de protection de l'environnement, de ne pas polluer? Est-ce à dire que nous sommes entrés, malgré nous, à reculons peut-être, compte tenu du peu d'engouement, dirais-je, de ces questions environnementales auprès des sociétés civiles africaines? Est-ce que nous sommes entrés à reculons dans l'ère de la désindustrialisation heureuse? Ça va, mon ami? Pour faire court, je dis que l'Afrique a besoin d'un problème d'harmonisation de point de vue dans la construction des projets, dans la construction dans la prise de l'initiative et dans la mise en œuvre d'une décision collective. Voyez-vous, si aujourd'hui, au niveau de la COP 22, le Maroc, le gouvernement marocain et Sa Majesté, le roi Mohamed VI, bien sûr, met l'accent sur le fait que cette conférence, cette COP 22, n'est pas pour le Maroc seulement, mais pour toute l'Afrique, pour que l'Afrique avance, pour que l'Afrique montre comment elle peut se mettre ensemble, les pays africains peuvent s'unir pour être forts, pour avancer pour le bien-être de leur population, pour le bien-être économique du continent, pour le développement industriel du continent, etc. C'est parce que justement, pendant longtemps, cela n'a pas été le cas, ou cela semble être le cas, mais les résultats attendus ont toujours été, n'ont pas toujours été à la hauteur des espérances, de ce qu'on espère. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, dans la préparation de la COP22, presque tout le monde s'accorde à dire que ça doit être l'occasion pour montrer que l'Afrique est déterminée à l'action. À l'action, c'est-à-dire qu'il y aura des financements. Et est-ce que les financements annoncés sont dans la continuité de l'accord qui a été signé, oui, tout ce que comporte l'accord, notamment le volet adaptation, ça va être des actes concrets. Ce ne serait plus des débats. D'accord. Parce que le temps des débats est passé. Avant, justement, on n'arrivait pas à obtenir un accord. Et c'est ça l'exception de la France. La COP 21, en France,
a réussi à obtenir un accord. Et ce que comporte cet accord, c'est l'un des volets importants, qui est l'adaptation que le Maroc prend en charge pour axer maintenant tout son effort dans la concrétisation de ce que ça comporte comme réalisation, comme exigence, comme aussi bénéfice dont les populations africaines doivent bénéficier. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et justement, en revenant au Maroc, on voit Marrakech aujourd'hui, c'est une ville touristique, c'est une ville aussi agricole, puisqu'on dit que 40% de la production d'olive du royaume vient d'ici. C'est une ville de l'artisanat, c'est une ville ancestrale. Est-ce que c'est un exemple pour certaines de nos villes? Je parle, quand je pense au Bénin, je parle par exemple des anciennes cités du Dahomey. Tout à fait, tu as raison. Et pourquoi on n'a pas, par exemple, un tourisme culturel assez développé dans votre beau pays? Et je salue au passage tous les Béninois et toutes les Béninoises qui nous écoutent. Le tourisme, il faut relativiser un peu. Alors, avant de répondre, oui. juste, il y a un internaute qui s'appelle Serine Cher Kokidjo, que nous saluons, et qui pose une question très claire. Quels sont les enjeux de la COP 22? Donc, répondez d'abord à Serine, et puis on passe à ma question. Les enjeux de la COP 22 sont nombreux. La COP 22 veut réussir à mettre en œuvre les décisions qui ont été prises à Paris dans la continuité de la conférence de la COP 22 à Paris en ce qui concerne l'adaptation, la notion d'adaptation qui lui est vraiment chère. Et aussi réussir à ce que toute l'Afrique bénéficie de ces décisions qui ont été prises dans leur majorité. Nous savons que le défi climatique est d'une grande importance. Je l'avais dit tout à l'heure. En prélude à la conférence, il y a eu une conférence internationale sur l'eau, l'équilibre, la justice, climat, justice, ainsi de suite. Tous les grands problèmes ont besoin de grandes résolutions. De grandes résolutions pour que l'Afrique avance. Pour que les populations de la profondeur de chaque pays africain puissent se sentir à l'aise dans leurs tâches agricoles, dans leurs tâches artisanales, dans leur métier dans leur métier d'artistes, artisans, etc. Les enjeux sont économiques, politiques, culturels, humains, parce qu'aujourd'hui, le Maroc met l'accent là-dessus. Le Maroc prône aussi le développement humain. Le développement humain. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire, il ne s'agit pas de polémiquer, il s'agit de montrer concrètement ce que l'on doit faire et ce que l'on a fait concrètement pour avancer. Toussaint Adjati, le nom c'est Toussaint l'ouverture Adjati. Non, Toussaint Adjati. Toussaint Adjati. Donc, juste pour répondre, appuyer ce que vous avez dit, pour Serine Cheikh Kokidjo, je dirais les enjeux, pour résumer, c'est d'abord ce qu'à Paris, on était dans le paradigme de l'atténuation, c'est-à-dire on disait qu'il faut atténuer, et aujourd'hui on dit qu'il faut adapter. On est donc dans l'adaptabilité, et pour l'Afrique c'est très important puisque c'est grâce aux négociateurs africains. Il y a eu deux choses, il y a eu deux grands volets, l'adaptation et l'atténuation. Pour le moment, le gouvernement marocain, pour sa COP 22, a choisi de mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour la réussite de l'adaptation en Afrique. Pour que les populations puissent vraiment bénéficier
Et concrètement, en poursuivant, en tirer les bénéfices qu'il voilà. faut. En poursuivant, c'est ce que vous avez dit, les dispositifs de l'adaptation. Je pense qu'il y a 57 mesures qui feront l'objet de Tout à négociations fait. à Marrakech. Et deuxième volet, et je trouve que c'est très important, c'est le volet financement. Il y aura beaucoup d'avancées puisque les Marocains veulent faire un guichet unique. Parmi les propositions, Ça fait partie un des one-stop, innovations, voilà. oui. Guichet unique pour atténuer les choses, Alors, pour faciliter un peu les choses et aussi pour que et- 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 pour la réussite de, Tout à fait. de la Parce qu'on conférence. s'est rendu compte d'une chose, en tirant l'expérience des projets MDP, mécanisme de développement propre, qu'il y avait des fonds disponibles, mais les Africains, surtout les pays africains, n'arrivaient pas à utiliser ces fonds À ou à consommer obtenir ces des fonds. financements. Parce Mais que, ça a été toujours le problème. C'est le problème de tous les, c'est le problème de tous les jours de l'Afrique. C'est-à-dire que des bailleurs mettent des fonds à disposition pour la réalisation de plusieurs projets en Afrique. Et comme nous n'avons pas la décence de produire des projets fiables qui peuvent consommer ces fonds restent là et les bailleurs reviennent les chercher. en fait, C'est ça. Il faut que, justement, on a bien fait d'évoquer la question. Ça fait partie, quand le gouvernement marocain parle de l'action, il y a le volet comment faire pour que les projets, comment faire des projets bancables. Ils ont, donc il y a une sorte de manière de procéder. voilà, ils vont apprendre aux parmi pays les- africains comment il faut faire des projets bancables. Comment il faut, à partir de là, pouvoir, avec la qualité des projets qui vont être faits, consommer ces fonds. Exactement. Donc il y a aussi C'est très important. renforcement de capacité, c'est Là, un volet important. renforcement des capacités également. Il y a même le volet, bien que je n'apprécie pas trop ce terme, échange, transfert de technologie. Oui, mais pourquoi vous n'appréciez pas le terme transfert de technologie? Il nous Tran- paraît transfert, important transfert pour de rattraper technologie, notre retard. transfert de technologie, non. C'est-à-dire que il faut pouvoir faire confiance. Il faut pouvoir se faire confiance. Il faut pouvoir dire voilà comment moi j'ai fait. Mais aller chercher des experts d'ailleurs pour venir ou non. Il faut rester. La coopération bilatérale sur le plan économique, sur le plan technique, doivent se penser autrement. On en parle depuis des années, mais les choses ne bougent Mais pas, pour la COP, ne par bougent exemple, pas de façon concrète. de manière concrète, De façon concrète. alors Les quand choses on ne voit la bougent gestion pas. de l'eau, par exemple, parce que l'eau, ce qui n'était pas le cas à Paris, l'eau sera l'un des aspects de négociation de cette COP 22. Tout à fait. Donc, quand on voit des pays comme le Chili, le Maroc, c'est des pays quand même qui ont réussi dans la gestion de l'eau. Nous sommes ici à Marrakech même, c'est pas forcément une ville où il y a beaucoup d'eau, puis c'est une palmeraie, mais c'est une ville qui produit, c'est une ville agricole, en plein désert. Peut-être le Bénin, c'est la bordure humide du Sahel, mais pour d'autres pays du Sahel, c'est peut-être là des exemples à suivre. Et le fait qu'il y ait une coopération bilatérale, transfert de savoir-faire, c'est important, pourvu que ça soit vraiment un vrai transfert, c'est-à-dire que derrière, dans les pays qui bénéficient de ces expertises et de ces technologies, que cela soit suivi aussi de volonté politique et de Justement, concrétisation. il est temps qu'on comprenne, surtout les décideurs politiques, comprennent que les choses doivent avancer concrètement. C'est-à-dire, en un mot, qu'ils comprennent que la langue de bois ne peut pas faire le bonheur du développement économique.
La langue de bois ne peut ne pas peut pas faire faire le le bonheur développement, du le développement. bonheur du développement Donc, économique. c'est-à-dire que aujourd'hui en Afrique, on doit changer de langage, on doit sortir de la langue Vous de savez, bois. vous savez comment je représente la notion de développement? Non. La notion de vouloir se développer, d'aller de l'avant, se résume dans ma langue en une seule question. Mijuna Yinukon. Adjuna Yinukon. Laissez-moi C'est-à-dire que dans ma prononcer, langue, c'est Adjunai. Adjona Yinukon. Lunkon, ça c'est en Yoruba. Non, 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 c'est le fond. C'est le fond. C'est Ah, d'accord. la langue nationale officielle. Du Bénin. Bénin, d'accord. Hein? La langue nationale officielle du Bénin. Parce que le fond est parlé par tous les Béninois, qui soient du nord au Et sud, par de les l'est, à Nigérians. l'est, qui sont au Bénin, qui ont fait un certain nombre de temps au Bénin. Ils comprennent le fond. D'accord. Le fond, la langue nationale. Après le français, qui est la langue officielle du travail. La langue, la langue qu'on a héritée du... Et vous avez combien de langues à parler? C'est trop, c'est trop. Mais il y a 5 langues nationales arrêtées par le... Et les statuts du fonds Par le est gouvernement supérieur que- aux autres ou Pardon? le fonds, c'est une langue un peu spéciale par rapport aux autres ou bien elle fait partie des 5 langues? Elle fait partie des 5 langues officielles. C'est la première d'ailleurs langue officielle des 5. La première des 5 Par le nombre de locuteurs. par le nombre de locuteurs. Parce que même que tu sois du nord qui parle d'hindi, que tu sois du sud qui parle Goun, Goun qui fait partie des 5, G-O-U-N, Goun, ou le fond qui est du centre du pays, etc. Les linguistes pourront vous parler correctement de ça, mais je vous dis, compte tenu de ma notion primaire de linguistique, je veux dire, de l'étude des langues. Donc, pour en revenir à la question, vous disiez, voilà ma conception ou ma notion du développement. Voilà, ma notion du développement se résume à cette question-là. Mindrona Inukon, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez avancer? Si quelqu'un se lève un jour, dit, je veux avancer, la personne avance. Le développement, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté, de conviction, voilà. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté, mais en plus de la volonté, il faut la conviction. Si tu es convaincu que tu peux avancer, tu avances. Mais lorsque tu te complais dans des déclarations, je veux avancer, et tu ne fais rien pour, tu vas rester à traîner les pas pendant que l'autre évolue. Donc, quand Et ça se vous voit adressez concrètement. à l'Africain individuellement, au pays, à la société, à qui vous vous Mais adressez? de façon générale, c'est-à-dire que ce que je dis, ce n'est pas une notion qui est collée à un peuple ou à un autre. C'est de façon comment dirais-je, de façon neutre. C'est un constat qui se vérifie dans les faits. Toi, mon confrère qui est là, Oui, avec qui je partage mon point de vue africain, panafricain. panafricain, et par le biais de l'organe, de ton organe, qui me permet de parler avec De la d'autres page mondes, Facebook de la page Financial Facebook, qui me Afrique, permet de parler, 88 000 de communiquer avec les autres, de partager fans, mon point de vue avec et les autres. Voilà, et de tous ceux qui nous écoutent Tu en ce moment, n'en es pas, qui nous regardent. tu n'en es pas à ce point aujourd'hui, alors que tu disais je vais avancer et tu t'es croisé les bras. C'est-à-dire quoi? Quand tu dis je veux avancer, tu as exprimé la volonté. Et je le répète encore, plus la volonté, la conviction. La conviction de l'action. La conviction de l'action. Quand tu l'as et que tu l'appliques sur la base de la volonté, tu dois te développer. C'est une vérité vraie, comme on dit. Donc, alors depuis 1960, si on fait le bilan, l'Union africaine tient en ce moment d'ailleurs ses conclaves à Kigali. Si on fait le bilan depuis 1960, on dirait que ce qui nous a failli, c'est plutôt la volonté politique. L'Afrique avance, mais son avancée reste encore problématique. Et puis,
Problématique, pourquoi? Parce que il y a trop de contingences. Mais vous ne pouvez pas au XXIe siècle, vous ne pouvez pas au XXIe siècle Oui. continuer à me parler des coups d'État. Vous oubliez, l'Afrique oublie que en faisant ces choses-là, c'est-à-dire les coups d'État, qu'elle se tire des balles dans les pieds, donc elle freine son propre développement. Mais qu'est-ce que vous appelez? Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que ne serait-ce que dans les relations humaines, la notion du temps n'a pas de valeur pour certains pays africains. C'est-à-dire, un responsable politique te donne rendez-vous. J'ai vécu ça dans mon pays. On te donne rendez-vous pour une séance de travail à 17h. Tu es là à 16h. Le responsable politique vient à 21h. Pardonnez-moi. Ouais. L'un des alliés du développement, c'est le temps. L'un des alliés sûrs du développement, c'est le temps. Le temps. Alors, et les Africains jouent avec le temps. Alors, on parlait du coup d'État, on est parti vers le temps. Mais quand vous dites coup d'État, vous parlez des tripatouillages constitutionnels ou du coup d'État armé? Parce que le coup d'État les deux aspects. Oui, les coups d'État militaires, heureusement, ont tendance à reculer. On n'en a plus pratiquement. On en a de moins en moins. Mon confrère, les deux aspects. Mais les changements constitutionnels, le fameux troisième mandat, c'est un peu la mode. Voilà encore une malheureuse innovation sur le continent. Quand nous avons passé l'étape de la dictature au changement démocratique, certains esprits chagrins, malheureusement, comment dirais-je, réfractaires à l'évolution, on pensait que pour encore détourner les choses, il faut toucher à la Constitution, il faut manipuler les gens jusqu'à la Constitution. Changer la Constitution. Il faut manipuler les gens. Voilà. Mais est-ce que... changer les gens. Est-ce que quand... Or, normalement, aucun pouvoir n'étant éternel, les hommes politiques africains n'ont pas encore compris que c'est tuer davantage l'Afrique que de faire ces choses-là, que de manipuler la Constitution, provoquer des remous, des manifestations pour faire couler le sang, pour se justifier, pour vouloir rester au pouvoir et pour un jour partir et laisser derrière eux l'apocalypse. Alors, est-ce que c'est triste, c'est honteux, alors, c'est criminel. Alors, monsieur Adjati, rédacteur en chef de Diaspora News, est-ce que si le peuple est d'accord pour accorder un troisième mandat au chef afin qu'il termine ses chantiers, puisque c'est le prétexte. Est-ce que c'est la Constitution? Est-ce que c'est la loi fondamentale de ces pays-là qui le disent? Alors, je continue. Si la loi fondamentale, si rien dans la Constitution n'interdit au changement de la Constitution, si la Constitution est évolutive et que par voie référendaire, on consulte le peuple et que celui-ci, en tant que souverain, législateur suprême, décide d'accorder un mandat supplémentaire à son chef, où est le mal finalement? Le mal se trouve déjà dans le fait même que l'idée d'un troisième mandat, c'est un mal. L'idée d'un troisième mandat est attentatoire à la loi fondamentale, à la Constitution. Si la Constitution dit
Non, ce que dit la Constitution, si c'est 2 mandats, une fois renouvelables, Restons sur 2 mandats. restons sur 2 mandats, c'est la loi. C'est-à-dire que nous n'avons pas appris à respecter les lois en Afrique. Nous n'avons pas appris à respecter les lois en Afrique. Voilà encore une autre éducation qu'il nous faut. Et est-ce que, en revenant à la formule des vieux Grecs, Nous sommes d'accord les que peuples ont le gouvernement qu'ils méritent? Est-ce que nous n'avons pas finalement les gouvernements que nous méritons? Est-ce que nos chefs ne sont pas finalement notre propre reflet? Puisque nous ne Mais respectons non, pas mais aussi... non, mais non, je ne partage pas ce point de vue. Est-ce que tu penses que le peuple béninois reflète la notion que moi j'ai du gouvernement? C'est-à-dire que le gouvernement qui est là reflète la notion du que moi j'ai. Non, ces réflexions-là, ces points de vue-là, sont un peu réducteurs. réducteurs, sont un peu, manquent un peu de consistance, voyez-vous. Nous sommes au 21e siècle, revenons là. Et que quand tu regardes autour de toi, les choses avancent tellement, des gens veulent... Regarde. Aujourd'hui, Oui. même dans le fin fond des pays africains, tout le monde dispose du petit appareil qu'on appelle, non, pas n'importe quel téléphone. Le smartphone. Le smartphone. On appelait ça avant le cellulaire, ça devient portable. Oui. Même c'est-à-dire que l'anecdote que je te rapporte là, je l'ai vécue. Le cultivateur qui est encore à la roue chez moi, il a son téléphone accroché ou à portée de main, tout en labourant la terre. Il y a 30 ans en arrière, quel cultivateur a ça? Tu vois comment les moyens de communication ont évolué. Tout à fait. Mais pourquoi sur le plan politique, l'Afrique ne veut pas évoluer? Quand on dit dans une constitution, la loi suprême, la loi nationale, 2 ans, On va la changer. ou 5 ans, ou 4 ans. Mais pourquoi après avoir fait ces mandats, on dit non, moi j'ai bien travaillé, donc il faut qu'on m'accorde encore un sursis. Il faut qu'on m'accorde encore. Non, ce n'est pas du bonus. Parce que le pouvoir n'est pas éternel, il faut que les gens comprennent ça. Si, je vais donner l'exemple pour montrer, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Oui. C'est une supposition, nous sommes pleinement dans le cadre d'une hypothèse. Je mets l'hypothèse qu'un pays INS, dont le président a été excellentissime, au bout de 2 mandats, et qu'il sollicite un troisième, et qui, pas bonheur, voilà, pas bonheur, disons ça tout court, pas bonheur, il l'a. Il sollicite et il l'a. D'accord? Et au début de ce troisième mandat, un an après, il meurt. Oui, Est-ce qu'il ne sera pas remplacé par quelqu'un d'autre? bien sûr. C'est le caractère éphémère du pouvoir Et de la vie. et de la vie. Mais est-ce qu'il n'est pas temps pour que les gouvernements, les hommes politiques comprennent ça? Alors, Au lieu de dire, oui, j'ai fait, alors que tout le monde sait que tu n'as rien fait. Oui, j'ai fait, il faut un troisième mandat. Et quand tu viens pour un troisième mandat, c'est que c'est pour l'éternité. Toussaint Adjati, vous êtes historien avant d'être journaliste. Donc, vous avez suivi la longue Non, je suis les deux à la fois. Je suis les deux à la fois. effectivement. J'ai même été journaliste avant de devenir historien en tant que tel, parce que c'est la passion du journalisme qui m'a emmené à l'histoire. Le journaliste étant l'historien du temps, du moment, témoin des événements du moment. Alors, vous Et avez rapporte. suivi la longue évolution des démocraties occidentales qui nous servent d'exemple en général. Vous avez suivi en particulier les États-Unis d'Amérique depuis leur indépendance. Et il a fallu attendre 1965, les années 60 en tout cas, pour mettre fin à la ségrégation raciale dans les transports Dans les publics. faits, Effectivement, il a fallu Non.
peut-être Mais attendre, sur le plan législatif, c'est effectivement, dit, c'est effectivement. créé, Sur mais le dans plan les faits, il y a législatif, encore non, quelques... sur le Ça plan se législatif, manifeste. sur le plan législatif, il a fallu attendre aussi en France beaucoup d'années pour que l'esclavage soit reconnu en tant que passif. Et il a fallu peut-être attendre la fin des années ou le début des années 90 pour que l'Afrique du Sud, soutenue par cet Occident, l'Afrique du Sud qui a appliqué l'apartheid, Tout à fait. puisse être vaincue, l'Afrique du Sud raciste. Donc c'est pour vous dire que la démocratie... Paix à son leader non, charismatique, Nelson c'est-à-dire Mandela. la démocratie, l'accès à la démocratie peut-être demande du temps, de l'engagement, de la conviction. On a vu dernièrement le Burkina Faso où des populations ont refusé ce changement constitutionnel, se sont soulevées et on a vu ce qu'on a vu. La suite, c'est-à-dire il y a eu un changement, il y a une alternance au Burkina Faso parce que le peuple burkinabé a dit non. Est-ce que ce n'est pas une leçon pour les Africains? C'est-à-dire, je n'appelle pas au soulèvement, mais je dis que l'engagement citoyen, et cet engagement citoyen, ce n'est pas seulement la pierre à la main, ce n'est pas casser les biens publics, mais c'est s'engager, c'est-à-dire s'engager aussi pacifiquement. Je pense quand même qu'en Afrique, terre de l'arbre à palabre, inventeur de l'arbre à palabre, l'engagement il y a citoyen, il y a de la place pour un débat démocratique quand même, dans l'engagement beaucoup de pays l'engagement africains. citoyen, l'engagement citoyen existe depuis toujours. L'engagement citoyen a toujours existé depuis toujours. Depuis que le pouvoir est pouvoir et que la société existe et que les hommes existent, il y a toujours un engagement, il y a toujours un engagement citoyen, un engagement civique ou civil, si tu veux. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on a pu trouver une formule, on a pu trouver un format, on a pu trouver, comment dirais-je, un sens à cet engagement-là pour montrer la différence entre cet engagement citoyen et l'engagement politique et d'autres engagements, tu vois. Tout à fait. Alors, Et le vocable devient à la mode, générique d'abord. pratiquement générique. Et justement, Et, le volet citoyen sera au menu et ça rentre justement dans le cadre d'une force pacifique qui demande des changements oui, réels et concrets. parce que l'histoire a montré aussi, on interroge l'histoire, on voit Gandhi, apôtre du pacifisme, Qui a on toujours voit prôné ça, etc., Martin etc., Luther King. etc. Donc ces deux personnes ont obtenu peut-être plus de changements que votre idole Thomas Sankara. Non, c'est pas ça. C'est pas, la comparaison n'est pas à ce niveau. Père à son âme, Sankara, dont la mémoire est en train d'être réhabilitée par l'actuel gouvernement en place, à la tête duquel se trouve son Excellence Roch Marc Kabore. Le problème, c'est de savoir à chaque instant de la vie, qu'a fait tel individu pour marquer son temps. Parce que Sankara, qui a été dans les années 80 l'idole De la jeunesse africaine, aujourd'hui, sa mémoire n'est jamais contestée Tout à fait. parce qu'il a incarné à l'époque, jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Jamais. Et il incarnait cette Afrique, cette nouvelle Il Afrique. a incarné il refuse, l'intégrité. Il a incarné le modernisme. Il a incarné la force des idées, le poids de l'action. D'accord. Moi, j'ai été à Ouaga. Quelle année? J'ai été à Ouaga en 87-88. J'ai été à Ouaga.
Et j'ai été dans le quartier résidentiel et mon guide me disait, mais tu vois ce quartier, c'était un quartier lugubre, vétuste. Il y avait, il y avait des choses, c'était des tas d'ordures, les gens vivaient dans l'insalubrité totale. Et quand Sankara est arrivé, là, il dit dans 5 ans, vous aurez des pavillons et tout le monde va avoir des maisons confortables. Et il l'a fait en 5 ans. Il l'avait fait en 5 ans. Et moi, pour faire le parallèle avec ça, j'ai eu le bonheur, la chance d'aller en mission d'État en Chine. Oui. En 94. Oui. Et le vice-premier ministre culturel qui était avec moi m'a amené dans la région Schengen. Oui. Et il m'a dit, tu regardes, c'était un quartier lugubre, insalubre, où les gens vivaient dans la pauvreté absolue. Oui. On a mis 5-10 ans pour bâtir ça. Si je pouvais te montrer encore les photos, tu vas voir. C'est comme si je me retrouvais dans un paradis sur terre à l'époque. Exactement. Ça, c'est ce que je viens de te dire. Quand tu as la volonté, doublée de la conviction, tu avances, alors, tu te développes. Est-ce que vous faites voilà un exemple. Voilà un exemple de Midjona Inukon à Djona Inukon. Est-ce que tu veux avancer? Si tu veux avancer et si tu en as la conviction après la volonté, tu vas avancer. Est-ce que Houphouët Boigny avait cette volonté politique? Parce que quand on voit la Côte d'Ivoire de Houphouët aussi, avec ses infrastructures, avec ce pays qui est devenu l'attraction de toute l'Afrique de l'Ouest en son temps, est-ce que c'est parce qu'il y avait une volonté politique ou bien il y avait une vision pragmatique il y avait les qui deux. découle de la volonté? Il y avait les deux. 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 Et j'ai dit à mes amis ivoiriens, je leur ai toujours dit, souvent, on apprécie le bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Malheureusement, la politique ne fait pas toujours le bonheur, ne fait pas toujours le bonheur du peuple. Hein. Parce que lorsque vous vous lancez dans l'opposition ou dans une forme d'opposition destructive, vous détruisez forcément tous les acquis que vous avez de votre pays, même si ces acquis sont venus de vos adversaires politiques d'en face. Oui. Ça veut dire que vous n'avez rien compris au développement. Parce que les Européens, notamment les Français, je me réfère à la France parce que j'ai une histoire avec la France, une histoire de sang, de vie, c'est ton second pays ou ton premier pays même? Non, c'est mon second pays, je suis d'origine. Paris, c'est la capitale de l'Afrique. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si je donne ces exemples-là, c'est pour montrer que il est temps pour nous, à ce siècle, de nous discipliner un peu. C'est-à-dire que de mettre dans la discipline la rigueur. C'est-à-dire quand tu dis ça je veux le faire, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses bien. Et que même si du fait que la perfection n'est pas de ce monde, on a des choses à te reprocher, que le reproche soit vraiment mineur. Tout à fait. Ou même injustifié. C'est-à-dire que quelqu'un aurait voulu, par méchanceté, purement, te dit bon, ce que tu as fait, c'est pas bon. Et l'autre va lui dire non, tu racontes n'importe quoi. Voilà la vérité, ce qu'il a fait, c'est vrai, c'est bon. Alors, cette question d'un journaliste africain qui demande qu'il veut participer à la COP22, comment il doit faire pour les visas, comment il doit faire pour l'accréditation, est-ce qu'il y a un début et une fin où il faut s'accréditer, etc. Et puis cette question d'un autre internaute qui demande
Aujourd'hui, où en est-on avec le site? Paraît que c'est pas prêt. Est-ce qu'on sera prêt à temps? Est-ce que tu peux répondre à ces deux questions? Mais oui, tout à fait. Pour l'accréditation, nous avons reçu l'assurance que tout est mis en place pour que les tracasseries que nous avons connues ne se répètent pas pendant l'arrivée des journalistes étrangers. La COP22 attend 1500 journalistes du monde entier. Et combien de l'Afrique? Ils n'ont pas précisé, mais un contingent important aussi. Ouais, parce que c'est la COP de l'Afrique. Parce que c'est la COP de l'Afrique. La COP placée sous l'action à laquelle tout le monde, l'action à laquelle tout le monde doit participer. Tout le monde doit y mettre du sien pour la réussite, pour l'honneur, pour le développement du continent. Donc, ce matin, les experts de l'ONU que nous avons eu la chance de rencontrer nous ont rassurés sur ce point-là. Lorsque les inscriptions pour les accréditations vont être lancées, tout le monde sera informé comme cela se doit sur le site de l'institution et aussi à travers les journaux de la date de l'ouverture, des conditions d'inscription et à la fin de l'ouverture de cette inscription pour que vraiment tout soit fait dans les mêmes délais. Et plus de ça, nous avons eu la chance de rencontrer son Excellence, le ministre de l'Intérieur du Maroc, avec lequel plutôt nous avions débattu de ces questions-là et qui nous a rassurés, sans langue de bois, que tous les journalistes qui sont invités vont être accueillis dans les bonnes conditions, vont travailler dans les bonnes conditions, vont recevoir leur accréditation comme cela se doit. J'espère que ces déclarations ne sont pas des déclarations fantaisistes. C'est un engagement. C'est un engagement fort qui sera respecté. Et est-ce que vous avez l'impression que dans nos pays... Et la deuxième question, c'est de savoir... le délai, est-ce qu'il sera respecté? Le délai de la livraison du site. Oui. Nous revenons justement de la visite. Nous revenons de la visite du site qui va abriter la COP22 au Maroc, précisément dans la ville de Marrakech. Je précise que le Maroc a déjà abrité la COP 7. Et donc, c'est une ville qui a déjà l'expérience de ces événements importants, de ces conférences internationales, de ces rendez-vous de donner et de recevoir très importants. Donc, le site, sa livraison est prévue pour le 15 octobre et sa livraison ne souffrira d'aucun incident, d'aucun report. D'accord. Et votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est avec plaisir que j'échange avec toi, mon confrère Adama, et à travers toi, les internautes, et que je salue d'ailleurs, à qui je dis, pour ceux qui s'apprêtent à venir au Maroc, je dis à l'avance, bienvenue au Maroc. Et là, les internautes demandent, est-ce que tu as tenu, et c'est de quel pays? Le bonnet, là, traduit quoi? Est-ce que c'est la chefferie? Non, le bonnet, là, ça s'appelle Gobi. 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 Voilà. C'est de mon pays. C'est Obasanjo? Non, c'est pas forcément Obasanjo, c'est de la culture Yoruba, c'est de la culture Goum. Et tout simplement, on portait ça, ce sont nos ancêtres qui portaient ça pour aller dans les fêtes, dans les petites fêtes. Et quand ils allaient dans ces fêtes et qu'ils ont été servis et qu'ils n'ont pas pu tout manger, en partant, ils y mettent le reste dedans. Ah d'accord, c'est très aujourd'hui c'est à la mode, c'est la culture traditionnelle, c'est la culture authentique.
c'est la culture du Bénin. Et la tenue que je porte ici, c'est également ça fait partie de la culture de mon pays. Et je suis Toussaint Adjati, ou Toussaint l'ouverture, même s'il refuse le terme l'ouverture. Donc Toussaint Adjati, rédacteur en chef du magazine Diaspora News qui émet depuis Paris. Merci d'avoir accepté cet exercice contraignant pour tout journaliste qui est plutôt habitué. Non, je précise encore que je n'ai pas encore la rédaction. Je ne dirige pas encore la rédaction. Je suis l'envoyé spécial de Diaspora News à Paris. Oui. Donc, merci pour s'être plié à cet exercice contraignant. Donc, chers auditeurs, chers internautes, vous étiez avec Adama Wade en direct de la COP22 Marrakech. Cette émission est tournée justement à Marrakech dans ce beau cadre